Donc, bienvenue tout le monde. Je vous présente Frank Scherer qui va nous parler de prospective, qui va nous parler de l'initiative Chemin de transition. Frank Scherer est un ancien élève de l'École normale supérieure de Paris. On a discuté tantôt, justement. PhD en urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Paris. Il est professeur titulaire d'urbanisme à l'Université de Montréal. Il a été directeur de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage et de l'Institut Environnement, Développement durable, Économie circulaire. Ses recherches portent sur les infrastructures urbaines, eau et transport, l'action collective métropolitaine, l'urbanisme de transition et l'économie circulaire. Il est actuellement conseiller spécial et vice-recteur. Pardon, en ligne, si c'est possible de fermer vos micros. Merci. Il est actuellement conseiller spécial et vice-recteur associé au vice-rectorat à la recherche, à la découverte et à la création et à l'innovation de l'Université de Montréal. C'est long. Où il dirige notamment l'initiative Chemin de transition dont il va vous entretenir. Donc, Frank, c'est à toi. Merci. On va se mettre un petit... si je peux retrouver la souris. Peut-être juste, c'est comme Enter. Ah non. Non. On va l'avoir. J'ai compris. Parfait. Et je vais aussi juste cacher ça ici en haut, pardon. Alors, ça va. Okay. Si tu veux, parce que ça sur mes notes. Bon? Non. Juste cliquer une fois dans l'écran. Juste cliquer une fois dans l'écran pour faire disparaître cette fenêtre. Ou le déplacer ou la fermer. Impeccable. Bon. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment très plaisir d'être là, mais c'est vraiment un plaisir sincère parce que je vais vous présenter Chemin de transition, qui est un projet de mobilisation et de transfert de connaissances porté par l'Université de Montréal et Espace pour la vie et qui porte sur comment anticiper les conséquences des bouleversements écologiques sur la société québécoise. Puis finalement, ce matin, je me suis dit, je vais relire la mission d'Uranos. Puis je me suis dit, en se basant sur des connaissances scientifiques rigoureuses, Uranos a pour mission d'aider la société québécoise à mieux s'adapter au changement climatique. Je me suis dit qu'on avait en fait la même mission, mais évidemment pas à la même échelle et pas de la même manière. Donc ça rend d'autant plus intéressant, je pense, la présentation de ce matin. Et je suis d'autant plus curieux et intéressé à connaître vos réactions par rapport à ce qu'on fait à Chemin de transition. L'accent va être mis beaucoup sur la méthode qu'on emploie, qui est une méthode donc, de mobilisation de connaissances sur le futur, qui s'appelle la prospective, mais c'est pris dans un ensemble qui est en fait le rôle de l'Université de Montréal souhaite se doter pour accompagner la société québécoise dans ces transformations profondes qui s'en viennent et dont je dirai donc quelques mots. En fait, le chemin de transition, elle prend origine dans cette question qu'on s'est posée un peu collectivement autour des années 2019-2020, dans le contexte québécois dans lequel on avait, dans le contexte de la façon dont l'Université de Montréal se positionnait au sens communauté par rapport aux questions du climat. D'un côté, il y avait encore toujours, je dirais, une sorte d'expertise qui vivait sur ces acquis du développement durable, on va dire, sorte des grands principes de l'action, mais un petit peu construit d'une vision un petit peu éternelle, enfin en dehors du temps, d'une certaine manière. Et d'autre côté, une revendication très forte, notamment aux étudiants, vis-à-vis de l'urgence climatique et de l'urgence à agir, changer, rupture, changer de modèle, ici et maintenant. Et ce qui était peut-être pas assez perceptible, ce qu'il est aujourd'hui beaucoup plus, c'est le fait qu'on on était déjà rentré dans une transformation profonde, mais qu'on ne s'en rendait pas forcément compte, qu'on ne mettait pas des mots dessus. Donc, la question, c'est ça. On s'est dit, la question n'est plus de savoir si on se dirige vers une société profondément différente, mais plutôt comment est-ce qu'on a encore une capacité à piloter cette transformation ou est-ce qu'on va complètement la subir. Évidemment, on parle de l'ampleur des bouleversements écologiques, et là, ce n'est pas seulement les changements climatiques, qui est évidemment votre quotidien, en termes d'adaptation, mais c'est évidemment toutes les autres limites planétaires et en particulier la chute de la biodiversité. Vous allez voir, notamment, on a un défi sur la transition alimentaire, ça joue un rôle très important. C'est évidemment la raréfaction de ressources critiques. Et donc, c'est pour ne citer que ces trois-là. De toute façon, les transformations sont en marche. Et
on le voit aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a peut-être 4-5 ans, quand on parle de raréfaction de ressources, on ne parlait pas du tout de ce qui se trouvait dans notre téléphone cellulaire en termes de ressources critiques. Puis aujourd'hui, on parle pratiquement plus que de ça. La Chine vient d'interdire l'exportation de 2 minéraux rares pour ses téléphones. On se rend compte aujourd'hui de l'empreinte qu'est l'empreinte numérique mieux. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, on s'est dit, il faut donner des récits concrets de ce qui se passe là. Puis notre angle, c'était vraiment de mobiliser des choses qui portaient sur la société. Et quand on parle de la société, on ne peut pas parler d'une société en général. Donc, société située, à un moment donné, c'est la société québécoise parce qu'elle a de quoi faire nation, et donc elle a de quoi à la fois agir et évidemment avoir une culture, une transformation culturelle qui lui sont propres. Donc, la proposition que j'ai faite à l'Université de Montréal quand on a créé Chemin de transition, c'est de mobiliser des connaissances pour aider des acteurs, des forces vives de la société québécoise qui veulent s'engager dans des actions pour amener une transition dans leur domaine, c'est-à-dire transformer profondément. Puis le terme de transition, il n'est pas encore galvaudé au Québec, contrairement à d'autres contextes. Je pense qu'il faut le garder comme tel. Transition, ça veut dire changement de système. C'est vraiment transformation profonde du système. Ce n'est pas juste un changement à l'aide d'une technologie ou un changement incrémental. Ça veut dire que dans 20-30 ans, la façon qu'on aura de s'habiller, de se nourrir, de se déplacer va être profondément différente, quoi qu'il arrive, de toute façon. Que l'on agisse, que l'on n'agisse pas, on va être dans un univers qui va être très différent. Comment on l'anticipe, comment on aide les acteurs à l'anticiper. Qu'est-ce que les universités viennent faire là-dedans, puisque finalement c'est une initiative de l'Université de Montréal, puis soutenue financièrement par l'Université de Montréal de façon relativement conséquente, et Espace pour la vie aussi, dont je dirais un mot. Alors, 3 rôles qui sont finalement assez proches de nos missions. Le premier, c'est soutenir le développement de capacités clés qui nous sont indispensables et qui ne sont pas si répandues auprès du public, des acteurs, des étudiants, peu importe. Ça s'adresse, je dirais, un peu à tout public, pour aborder ces transformations profondes de la transition socio-écologique. La première, cette capacité clé, c'est imaginer le futur, capacité donc d'anticipation du futur, mais aussi apprendre à naviguer dans un environnement qui évolue de façon très rapide, donc cette flexibilité de l'adaptation, et puis penser de façon plus systémique, parce que ces transformations sont à l'échelle du système. Elles touchent toutes les composantes du système sociétal, et donc comment les penser ensemble. Donc c'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours, où on anticipe le futur avec la météo, mais on ne va pas beaucoup plus loin tous les jours. Et pourtant, c'est des capacités clés essentielles à développer le plus largement possible. J'insisterai en particulier sur la littératie des futurs, qui est ce que l'UNESCO, c'est l'UNESCO qui l'a baptisé ainsi, qui est la compétence qui permet aux personnes de mieux anticiper l'avenir pour comprendre le rôle qu'ils jouent dans ce qu'ils voient et font aujourd'hui. Et l'UNESCO a dit que c'était une compétence essentielle pour le XXIe siècle, un peu partout sur la planète, parce que notamment les bouleversements écologiques, mais pas que, brisent les images conventionnelles de l'avenir qu'on peut avoir, que les humains utilisent pour se sentir en sécurité. Et ces images conventionnelles de l'avenir, je dirais comme la projection du présent, tout le monde voit bien qu'il y a un mur de transformation qu'il n'arrive pas à comprendre, divisé par 4, par 6, ces émissions de GES. Ça veut dire quoi pour moi individuellement? C'est incompréhensible et incommensurable. Donc ça brise des images du futur conventionnel, donc les gens perdent confiance. Et sans image de l'avenir qui inspire l'espoir et favorise la collaboration, c'est le désespoir ou l'éco-anxiété, etc., qui peut naître. Donc, savoir anticiper les futurs possibles et souhaitables de la transition socio-écologique, c'est une compétence qu'il faut démocratiser pour qu'on retrouve collectivement une capacité à agir. Donc ça, c'est un point auquel on croit beaucoup. Là, c'est peut-être l'aspect le plus militant, d'aider à développer cette compétence qui est la littératie des futurs. Mais il y a aussi 2 autres points, qui est cette mobilisation des connaissances sur le futur, elle n'est pas évidente. C'est la mobilisation des connaissances, souvent, on confond un peu avec la vulgarisation, c'est se dire, voilà, il y a des scientifiques qui ont établi un certain nombre de faits, puis il faut les rendre compréhensibles par le grand public, et ça reste important. Mais là, il n'y a aucun expert qui, tout seul, est capable de dire à quoi ça va ressembler notre futur dans 30 ans. Personne. Tout seul, dans son coin, une parole d'autorité pour parler de ça. Parce qu'on sait que l'incertitude est complète. L'ouverture des futurs est très large. Et ça va dépendre de beaucoup de la façon dont on va pouvoir répondre, s'organiser ou pas, des contextes, de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on ne maîtrise pas en termes de changement géopolitique. Si demain on se retrouve par exemple dans un climat de nouvelle guerre froide
entre la Chine et l'Amérique du Nord, par exemple, ben, on va être totalement dans une situation qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, ne serait-ce que pour justement arriver à avoir accès à ça qui gouverne nos vies. Donc, c'est de l'incertitude la plus complète sur tous les plans. Donc, pour ça, pour essayer d'en faire des récits concrets de ce qui peut nous attendre, il faut aller chercher des connaissances partout. Donc, ça ne suppose pas uniquement, ben oui, des connaissances académiques qui sont un peu sur des tablettes, qui vont depuis justement la climatologie jusqu'à l'anthropologie, mais aussi, il faut aller chercher des connaissances de terrain et les professionnels impliqués dans le champ de la transition, également les activistes mobilisent beaucoup de connaissances, notamment sur des façons de faire nouvelles, des innovations radicales qu'on pourrait mettre en œuvre, etc. Puis il y a aussi des savoirs expérientiels dans lesquels on va aller chercher des signaux faibles de ce que peut être la société de demain. Donc, il faut arriver à mobiliser des connaissances, de la connaissance scientifique la plus pointue au savoir citoyen le plus expérientiel, si vous voulez. Alors, ça, c'est quelque chose qui est effectivement des nouvelles façons de faire, mobiliser les connaissances que peut-être les universités n'ont pas l'habitude de faire, dans lesquelles on a souhaité innover. Puis, il y a aussi cette idée de partager efficacement pour orienter l'action. Alors, aujourd'hui, je suis content de donner une conférence, mais on sait bien que ce n'est pas en donnant juste des conférences qu'on va outiller les acteurs. Donc, ça veut dire développer des outils adaptés à chaque acteur, et surtout liés à quelle feuille de route il veut mettre en marche, comment il veut transformer profondément son rôle dans un rôle transformateur ou d'adaptation transformationnelle. Donc, ces éléments-là, il va falloir effectivement trouver des façons non seulement de produire, de mobiliser la connaissance, mais de la partager de façon efficace avec des outils qui soient adaptés. Alors, ben, c'est tout un challenge, je le reconnais volontiers. La transition, c'est large. Donc, on s'est un peu aidé pour démarrer à découper ça en 3 blocs, on va dire, 3 grands défis de la transition au Québec. On a commencé par le défi de la transition numérique. Pourquoi? Ben parce que c'était celui qui était le moins documenté au Québec. Comment faire converger cette explosion formidable de l'univers numérique que nous connaissons et que l'intelligence artificielle est en train de donner un deuxième blast d'augmentation absolument incroyable avec la transition écologique. Puis, finalement, la promesse de la numérisation de la société, elle est un peu double, ou ce qu'on peut en attendre du point de vue du futur, c'est que d'une part, il peut y avoir des solutions qu'on imagine à peine aujourd'hui pour effectivement nous aider à accélérer la transition socio-écologique, que ce soit du côté de la sobriété, imaginons par exemple la façon dont on peut gouverner de façon algorithmique l'utilisation des intrants dans l'agriculture, on peut faire des progrès tout à fait conséquents, mais dans plein d'autres domaines, qui permettent de réduire par exemple les émissions de GES, mais aussi, le problème qu'on a, c'est que le numérique, ça représente déjà en émissions de GES l'équivalent du transport aérien, puis on nous promet que ça va quadrupler dans 5 ans. Donc, c'est aussi une bombe à GES. Donc, comment on fait pour à la fois développer l'innovation tout en développant une culture de la sobriété numérique et de considérer le numérique lui-même comme une ressource non renouvelable, parce qu'en fait, c'est ce qu'il est à cause de sa matérialité. Donc ça a été un premier travail qu'on a fait, puis je crois que on a beaucoup d'échos parce qu'on était un peu les premiers à documenter notamment des chiffres au Québec, etc. Donc il y a beaucoup de demandes d'accompagnement du milieu, on va dire, du numérique autour de ça. La question de la transition alimentaire, qui est évidemment à peu près centrale dans nos sociétés, je ne vous l'apprends pas, vous connaissez le sujet. Oui, c'est à la fois quelque chose qui a évidemment beaucoup d'impact environnemental, que ce soit du point de vue des émissions de GES, mais aussi du point de vue du rapport à la biodiversité, mais vous savez aussi que c'est un secteur qui va être particulièrement impacté par les changements climatiques, donc pour lequel les enjeux d'adaptation sont énormes, alors que les producteurs agricoles, par exemple, sont pris avec des immobilisations de capital fixe très fortes, et donc c'est extrêmement angoissant pour eux. C'est pas souple, hein, ce genre de système. Donc là, on a introduit beaucoup plus le thème de l'adaptation, qui est peut-être moins présent dans celui du défi numérique. Il y a aussi un enjeu de transition juste qui est fondamental en alimentation. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'assurer une sécurité alimentaire, surtout une qualité alimentaire, une alimentation saine à tout le monde. Et donc, comment on peut à la fois réduire l'empreinte et adapter notre système alimentaire, tout en le rendant plus résilient en particulier, et en même temps en permettant une alimentation juste et saine, ce qui est la quadrature du cercle. Mais bon, il fallait aborder la question, puis on a produit toute une documentation sur ce défi-là. Je vais vous dire un peu ce qu'on produit. Le troisième défi, celui du territoire, qui vous est pas mal familier aussi. Comment habiter le territoire québécois de façon sobre et résiliente dans un contexte de transition écologique en 2042. Là, vous voyez que le terme
de l'adaptation est de plus en plus présent. Je dirais qu'il était progressif dans les trois défis. Là, il devient pas omniprésent, mais extrêmement présent. Je reviens juste sur le terme des modes d'habiter. Mode d'habiter, c'est pas juste parler de l'habitat, c'est comment on utilise le territoire pour produire, oui, se loger, mais aussi pour se déplacer, pour faire circuler les marchandises. C'est aussi quelque part le mode d'habiter, l'idée qu'on emprunte le territoire pour nos usages, qu'on en fait, et que toute la question est de savoir comment emprunter le territoire de façon plus sobre et résiliente. Chacun de ces défis était, chacune de ces questions était agrémentée d'une date de 2040 à 2042, c'est-à-dire vraiment la question qui s'est posée, comment on peut y arriver, comment on pourrait arriver à cette transition pilotée, en partie au moins réussie, on va dire, au Québec. Une date qui peut paraître proche, ça s'explique parce que ces trois gros efforts de mobilisation de connaissances qu'on a fait, ce n'étaient pas des commandes gouvernementales, c'était des commandes qu'on s'est fait nous-mêmes, comme des prototypes pour lesquels on a testé la méthode, puis ensuite partagé la méthode et le contenu avec des acteurs, des organisations, des ministères, tous ceux qui voudront effectivement notre appui. Et donc, on s'est mis une date, donc c'est un prototype. C'est un prototype, ça sert aussi à pousser un peu aux limites. Et donc, l'idée, c'était de dire, c'est pas seulement de montrer que la société est capable de faire cette transition, mais peut-être capable d'accélérer la transition. D'où cette date proche, mais dans le partage qu'on fait actuellement, on est plus sur des dates d'horizon prospective de 2050, voire même un peu plus loin. Mais il fallait, comme on puisse dire, non seulement c'est possible, mais en plus on pourrait rentrer dans les trajectoires carboneutralité dont à peu près tout le monde sait que personne ne va jamais y rentrer. Mais faisons l'effort intellectuel de le faire, de le penser, de voir si c'est possible. Parce que si c'est possible en 20 ans, peut-être encore plus possible en 30. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, pour développer cette méthode de mobilisation de connaissances, pour développer des outils qui puissent aider des acteurs, on s'appuie donc sur la méthode prospective pour comprendre c'est quoi la prospective, qui est un terme qui est pas si bien défini ici au Québec. Je vais rappeler un peu les bases tout simplement avec ce petit schéma. Le cône des futurs, qui est ici une version simplifiée puis qu'on s'est approprié, mais qui est très, très connue. En fait, la prospective, c'est une façon qu'on peut avoir collectivement d'anticiper le futur, de façon organisée, méthodique, rigoureuse. Ce qui est le plus connu, c'est la prévision. La prévision, on a développé depuis à peu près 80 ans des modèles de prévision économique ou climatique ou autres qui reposent toujours sur le même principe, c'est-à-dire ce sont des méthodes analytiques et statistiques qui se basent sur l'analyse des données présentes ou des données historiques dans un but de créer des hypothèses et des prédictions relatives à des événements futurs en calculant finalement leur probabilité. Donc, c'est toujours projeter le présent vers le futur. C'est ça la prévision. Tout le monde reconnaît que c'est ça l'épistémologie de la prévision et c'est normal que vous voyez, c'est un cône qui effectivement est étroit parce qu'il repose sur les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, que ce soit économique, technique, climatique, sociétale, peu importe. Donc, c'est la projection du présent vers le futur. La prospective, c'est l'inverse, c'est-à-dire on part d'images du futur. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a des futurs possibles pratiquement innombrables parce que le futur qui va vraiment advenir, il est imprédictible en fait. Parce qu'il y a tellement d'événements qui peuvent rentrer en jeu pour faire bifurquer le futur que c'est une arborescence. Donc, comment capturer cet infini des futurs possibles? C'est les méthodes prospectives. C'est comment on a des méthodes d'exploratoire qui combinent l'imagination et la rigueur scientifique pour pouvoir produire des scénarios du possible. Donc, le possible, c'est beaucoup plus large comme cône du futur que le cône du probable. Puis, imagination sans limite, c'est un vrai débat. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de renouvellement de la prospective par la science-fiction, par exemple, consiste à dire, tant qu'à faire, utilisons les univers imaginatifs de la science-fiction pour pouvoir enrichir la diversité des images du futur qu'on peut se donner, parce qu'en fait, on est face à une telle transformation majeure dans les 30 ans qui viennent, que pourquoi pas penser avec l'aide de la science-fiction. Puis c'est tout à fait intéressant, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là, énormément, parce que peut-être qu'on ne le voit pas d'ici, mais le monde de la prospective est en effervescence, particulièrement en Europe. Il y a des milliers de démarches prospectives en ce moment en cours sur la transition socio-écologique. C'est innombrable. Quand je vais sur LinkedIn, tous les jours, je relève au moins 14 postes à 15 postes de démarches différentes, quelque part en Europe là-dessus. Donc, c'est vraiment un univers qui est en ébullition complète. Une des limites, moi, que nous posons, en tout cas, du point de vue un peu épistémologique, c'est que la prospective, c'est lié à l'action. C'est-à-dire, on imagine des futurs possibles
que parce que ça peut aider à l'action. C'est-à-dire qu'on peut tracer un chemin crédible entre la situation d'aujourd'hui et ce futur possible. Or, il y a plein d'univers de science-fiction où ce n'est pas crédible, tout simplement. Voilà, on ne peut pas tracer de chemin pour aller sur une autre planète, etc. Donc, c'est intéressant comme ingrédient du futur, signal faible des fois, mais ça, c'est un peu la limite, à mon avis, c'est la limite dans laquelle on doit garder la légitimité de la prospective, c'est la capacité ensuite de pouvoir désigner un futur souhaitable parmi les futurs possibles et de tracer un chemin pour aller vers ce futur souhaitable. Sinon, ce n'est pas la prospective, c'est autre chose, c'est du design fiction, c'est plein de choses qui existent par ailleurs. Mais la prospective, c'est toujours lié à l'action et à l'action stratégique. En fait, c'est dégager des horizons stratégiques dans des contextes de très grande incertitude du futur. Puis c'est assez intéressant parce que les outils de prospective ont été forgés au même moment que les outils de prévision dans les mêmes laboratoires à 2 portes près à Palo Alto ou à Harvard dans les années 40-50. Donc, c'est 2 cultures de l'anticipation du futur qui existent depuis longtemps, puis qui ont connu leurs évolutions et qui, aujourd'hui, en tout cas, méritent d'être utilisées l'un à côté de l'autre. Alors, 2 petites diapositives pour vérifier à quoi ça sert. Pourquoi on se sert de la prospective pour parler de changement climatique ou d'adaptation au changement climatique ou de transition socio-écologique. Ce tableau-là de Sojo Wassman qui ont fait un peu une synthèse de ces démarches de prospective qualitative. Qualitative parce que donc pas fondée sur des mesures statistiques de probabilité, mais plutôt sur du design de sociétés futures dont on imagine avec des transformations qualitatives, des transformations culturelles, des transformations de la façon de consommer, de la façon de se déplacer, de la façon dont on considérerait, par exemple, que l'automobile n'est plus la norme dominante et que ce serait plus dans la tête, par exemple, le symbole de la liberté individuelle, et que ce serait autre chose, par exemple. Donc, ce genre de transformation-là, qu'on ne peut pas capturer avec des statistiques, c'est sûr qu'il y a effectivement ce bénéfice d'avoir un cadrage décentré par rapport à une perspective très technique ou qui met l'accent sur des instruments technico-économiques de gestion d'introduction, comme les taxes carbone, par exemple, et notamment d'essayer d'intégrer beaucoup plus la question de la nature sociale et comportementale de la transition. Pour vous donner un exemple, je suis frappé à quel point, par exemple, les modèles qui ont été développés par l'Institut Trottier, qui sont vraiment très intéressants pour pouvoir effectivement voir est-ce qu'on est capable technologiquement de faire la transition énergétique au Québec, et que je fais venir dans mon cours sur la transition parce que c'est très important que les étudiants connaissent ce type de modèles. C'est des modèles qui absolument n'intègrent aucune donnée sur la demande. Aucune donnée qui puisse imaginer que la demande change, qu'il y ait de la sobriété qui se développe au Québec. Il n'y a rien, c'est volontaire. Donc, c'est construit comme ça. Alors, évidemment, la prospective, elle permet d'imaginer des situations dans lesquelles les comportements de sobriété sont devenus la norme dominante et désirables. Donc, ça, c'est quelque chose qui est inatteignable avec ce type de modélisation. C'est aussi donc mieux intégrer la recherche en sciences humaines et sociales à travers justement leur capacité à amener des éléments d'image du futur plus qualitative. Puis c'est construire en langage commun et rendre plus concret la transition parce que notamment la prospective permet de construire des récits concrets qui permettent d'incarner beaucoup plus ce que pourrait être une société différente. Puis c'est ce que je vais vous montrer. Juste parce que je creuse particulièrement pour aujourd'hui, là, un peu à la demande qui m'a été faite, un peu cette question de la prospective, produit méthodologique. Ce tableau qui a été développé par Viviane Despoux en France sur les usages de la prospective pour l'adaptation au changement climatique, permet de montrer un peu l'évolution de l'usage de la prospective, finalement, en ce qu'on pourrait appeler les usages classiques dans un monde que j'ai appelé un monde risqué, c'est-à-dire un monde dans lequel il y a des risques de tout genre, mais dont on arrive à mesurer le degré d'incertitude, en quelque part. Puis là, il y a eu beaucoup, parce que la prospective, c'est des méthodes qui ont été énormément utilisées par les grandes organisations publiques et privées, particulièrement en Europe et aux États-Unis, moins au Canada, mais vous avez Horizon Public Canada, par exemple, qui est l'agence de prospective officielle, etc., puis il y a quelques autres organismes de ce type-là, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins développé au Canada pour des raisons sur lesquelles je ne pourrais pas revenir aujourd'hui. Mais qui est donc pour une organisation de faire des évaluations prospectives des risques. Donc, on est beaucoup plus proche des modèles probabilistes ici, sauf en élargissant un petit peu qualitativement la nature des risques, avec par exemple des risques géopolitiques, ce genre de choses, ou vraiment appuyer des démarches de prospective stratégique, où ce qui compte, oui, c'est d'avoir une vision prospective commune, mais surtout avoir des trajectoires, des plans d'action vers des futurs plus alternatifs que ce que permet la prévision. Bon. Mais aujourd'hui, on est dans tout à fait un autre usage de la prospective,
dans un monde qui est devenu beaucoup plus incertain et plus juste un monde risqué, c'est-à-dire sur lequel on ne peut pas mesurer la probabilité des risques, en fait, tout simplement. Enfin, on peut la mesurer, mais on ne peut plus donner la façon dont ça peut transformer le système et la façon dont le système va réagir. Et donc, il y a deux nouvelles façons. Celle des trames narratives, alors là aussi, si vous explorez le monde-là, vous allez voir, il y a plein de démarches partout pour dire récit collectif, imaginer son futur, éliminer le récit dominant du capitalisme, du solutionnisme technologique pour montrer qu'on est capable de faire autrement, etc. Donc, c'est des récits de mobilisation, si vous voulez. Donc, c'est utiliser la prospective, pas tant pour sa capacité exploratoire, mais plutôt pour sa capacité à libérer les imaginaires et à faire les gens se sentir en capacité d'agir dans des collectifs d'action assez militants. Et puis, nous, on est clairement ici à chemin de transition, ils appellent les objets de gouvernance partagée, c'est-à-dire comment élaborer de façon la plus participative possible une vision partagée de l'avenir entre acteurs, puis se doter de façons de faire, donc ils appellent ça des hypothèses communes, nous, c'est des trajectoires qui permettent d'imaginer que collectivement, on puisse aller vers ces futurs-là. Donc, on est beaucoup plus sur ce type de nouvelles approches de la prospective. Comment ça marche? Notre démarche est en 3 étapes, qui sont les 3 étapes très classiques finalement de la prospective, qui est d'imaginer des futurs possibles, de les mettre en discussion pour pouvoir aboutir à une vision d'un futur souhaitable, et ensuite de tracer un chemin entre aujourd'hui et ce futur souhaitable. C'est très simple. Ce qui a été moins simple là-dedans, c'est que l'objectif qu'on avait, c'était de se dire, comme il faut qu'on mobilise des connaissances qui sont un peu partout, comment on organise la bonne mobilisation des connaissances pour capter, si vous voulez, les différents types de savoirs dont on a besoin pour faire ça. Et donc, toute la méthode, en fait, qu'on a mis en place, je pense, elle est intéressante pour ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé le bon endroit où faire intervenir soit des experts académiques très pointus, soit des citoyens, soit des acteurs professionnels, et puis de le faire un peu partout au Québec, en ayant une grande diversité de points de vue, puis en ayant des phases très participatives, puis des phases beaucoup plus groupe de travail, mission, si vous voulez, un peu... voilà. Donc, en mélangeant ce type de façon de faire, mais en faisant en sorte que le ballon passe des uns aux autres, tout le temps. Donc, il est en sorte qu'on ne perde rien en chemin. C'est-à-dire que tout à coup, si on fait rien venir des experts, on ne garde pas la vision, on ne perd pas la vision qui, elle, a été élaborée plutôt par les citoyens. Donc ça, c'est le point le plus important. Puis, je vais un peu soulever le capot, ce que je ne fais pas d'habitude quand je fais mes présentations. Mais je crois que c'était important qu'on puisse parler effectivement de ce qu'il y a sous j'ai toujours des métaphores automobiles, c'est jamais très bon quand on parle de transition écologique. Je pense que je vais avoir comme quelque chose qui empêche que c'est un formatage, je ne sortirai probablement pas. Donc c'est toute une série de méthodes, en fait, d'outils de prospective qu'on a enchaînés dans cette démarche-là. Puis chacun d'entre eux, quelque part, il est éprouvé, mais c'est la combinaison de tout ça qui est innovante, puis même inédite. De cette manière. Puis nous, on dit inédit au Québec, puis après on se dit, c'est inédit au Canada, ce qui n'est pas trop dur. Mais je pourrais vous dire, c'est pas mal inédit ailleurs aussi. Bon. Par exemple, le diagnostic prospectif, on va voir un peu à quoi ça ressemble, c'est quelque chose qui est très éprouvé, très connu, fait longtemps. Bon, l'atelier de collision prospective, ça c'est plutôt une invention de maison, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec mon collègue Christophe Abrassard de l'école de design dans le petit labo qu'on anime, qui s'appelle le Lab Ville Prospective. Mais par ailleurs, donc voilà, il y a des choses qui sont très, très partagées, des choses un peu moins. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est construction de scénarios. Ça, c'est très, très fort dans la tradition de la prospective, par exemple, française. L'école française prospective, très, très forte en construction de scénarios. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, par exemple, les scénarios qui s'appellent Transition 2050 à l'ADEME. C'est vraiment, ils sont très puissants en construction de scénarios alternatifs. Par contre, font jamais ce qu'on appelle du backcasting, c'est-à-dire tracer des trajectoires par rapport à une vision normative du futur, ce que font tous les Européens du Nord, par exemple. Ils font que du backcasting. C'est en Scandinavie, que c'est aux Pays-Bas, que c'est en Angleterre. Les Anglais font aussi un peu de construction de scénarios. Donc, pour vous donner un exemple, c'est que là, il y a vraiment comme des traditions de prospective un peu différentes qu'on a ajustées pour faire un ensemble un peu cohérent. Puis, je vais vous dire quelques mots donc, sur à quoi ça ressemble, ces différentes étapes. Donc, ça commence par un diagnostic prospectif. C'est, je dirais, le côté le plus classique là, de la démarche, mais en même temps, c'est pas inintéressant de le faire. Donc, un diagnostic prospectif, c'est comme un diagnostic, vous savez ce que c'est? C'est un diagnostic du futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait déjà un peu du futur? On sait qu'il y a peut-être des invariants, c'est les constats, des choses qui n'ont peut-être pas changé. Sauf que
surtout si on parle d'adaptation au changement climatique, les choses qu'on croyait invariantes ne sont plus. C'est un trait de côte, on croyait que c'était invariant, ou à peu près, ça ne l'est plus à l'échelle d'expérience d'une génération. Donc, ce qui est invariant, ce qui ne l'est pas, ce n'est pas évident. Mais disons, par exemple, mais surtout, ce qu'on va regarder, c'est les tendances. Puis les tendances qui sont déjà bien documentées, type vieillissement au Québec, type le niveau des industrialisations, la pénurie de main-d'œuvre, enfin bon, tous ces éléments-là. Ça, c'est assez facile. Puis, par contre, ce qui va être le plus intéressant, c'est des signaux faibles. C'est-à-dire, c'est des micro-tendances, des tendances émergentes, mais qui peuvent, ça peut être des projets, des courants, des pratiques qui passent inaperçus, difficiles à les capturer parce qu'ils n'apparaissent pas comme ça, mais qui, par contre, peuvent devenir structurants à l'horizon 2040-2050. Donc, c'est ça qui va être vraiment l'ingrédient de la soupe de la prospective, là, qu'on va aller chercher dans le diagnostic. Par exemple, dans le cadre du diagnostic du défi territoire, sur lequel je vais m'appuyer pour finir ma présentation, le fait que, par exemple, les véhicules légers intermédiaires entre l'automobile et le vélo, là, à très bas carbone, donc les tricycles, quadricycles qu'on invente un peu dans des garages en ce moment, dans lequel il y a un programme de l'ADEME d'ailleurs en France, c'est devenu la norme en 2040 ou 2050. Bon, vous voyez, imaginez ce genre de signaux faibles, ils sont beaucoup plus disruptifs. Le fait que, par exemple, on ait utilisé le concept de biorégion pour réorganiser les activités économiques et le lien avec les écosystèmes de façon un peu comme on a essayé de le faire avec les bassins versants, mais que ça devient beaucoup plus dominant, ou par exemple que les communs, le fait de gérer en commun des ressources ou des services sur des collectifs de quartiers, ce genre de choses, comme on tente de le développer en ce moment dans certains arrondissements de Montréal, ben, c'est devenu une vraie troisième voie côté de la voie du marché et la voie du service public classique, ou encore aussi bien comme un signal faible, c'est que le Québec en 2040 joue le joueur de dernière minute en matière d'énergie fossile, dans un contexte dans lequel finalement on a encore besoin d'énergie fossile, mais on n'en produit plus. Et le Québec irait faire des forages parce que c'est quelque chose pour lequel pour alimenter des automobiles à essence qui seraient peut-être plus neuves, mais pour lequel il y aura un besoin social de maintenir ces automobiles à essence entre 40, 50, 60, pour que les gens puissent continuer à se déplacer. Puis on a besoin de pétrole, puis on n'en fait plus ailleurs, puis on en produira au Québec, du pétrole social. Donc ça paraît complètement contre-intuitif comme signal faible, mais ça fait partie des éléments qu'on peut trouver soit dans la littérature, soit de savoir assez précis d'acteurs de terrain. Alors, on récupère ça avec des focus group d'experts qui nous permettent de tout type, qui permettent de nous donner des éléments pour capturer ces signaux faibles. On en fait un document qui vous pouvez consulter sur le site, donc qui est déjà assez intéressant en lui-même parce qu'il récapitule ces ingrédients, mais ce qui est surtout plus important, c'est comment on lit tous ces ingrédients. Puis là, ça c'est le cœur du système, si on va dire. C'est très abscon, ça s'appelle tableau morphologique. Ça ne peut à peu près rien dire. C'était inventé par un physicien à Palo Alto. Mais ça reste une méthode qui permet d'utiliser des ingrédients et d'en faire des scénarios. Puis comment ça fonctionne, c'est simple comme principe. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais c'est simple comme principe. Tous ces ingrédients-là, vous en faites un certain dosage, c'est-à-dire vous poursuivez des tendances, vous amplifiez les signaux faibles, vous les mettez ensemble et puis vous faites comme différentes variables possibles, différentes hypothèses d'évolution possibles d'une variable. Donc, par exemple, un certain nombre de tendances signaux faibles qui verraient comment, en fait, on est dans de l'entre-soi renforcé, c'est-à-dire comment on habiterait vraiment avec des gens qui nous ressemblent dans les façons notamment, par exemple, de l'ajustement d'habiter, de se déplacer, etc. Donc, des bulles écologiques propres, mais par contre différentes des unes des autres. Donc, en gros, c'est la chambre d'écho Facebook qui est devenue un territoire, pour aller vite. Ou, par exemple, au contraire, on est vraiment devenu très citoyen de la Terre, ou c'est plus tendanciel, comment finalement on est toujours dans la nostalgie de la liberté individuelle comme mode d'organisation sociale, ou par exemple que c'est la question de la santé qui est centrale et comment on se maintient en santé. Le travail consiste à combiner plusieurs de ces hypothèses d'évolution de grandes variables sociétales ou économiques entre elles. Puis vous voyez ici, on construit, par exemple, on a construit 4 scénarios différents qui combinent telle variable d'évolution possible du futur, culture et démographie, économie et ressources, transport, énergie et gouvernance, comme ici, les bulles communautaires avec le Québec numérique, combiné avec la mobilité, l'énergie connectée, puis les municipalités qui s'adaptent. Ça donne un scénario qui va s'appeler les villes intelligentes à la rescousse, puis voilà, 4 scénarios possibles. Mais on pourra en faire autant qu'il y ait de combinaisons possibles. Les règles, c'est que pas de scénario tendanciel auquel on va opposer des scénarios volontaristes parce que ça introduit un biais.
Le scénario, on ne fait rien, là. Le scénario fil de l'eau. L'idée, c'est plutôt d'avoir des façons différentes qualitativement d'explorer le futur, des futurs possibles, dans lesquels on a fait une transition, mais soit très numérique, très commandé par le marché, très GAFAM qui trouve des solutions, ou au contraire extrêmement communautaire, etc. Bon, ce genre de choses, mais différentes, pas moins bonnes, meilleures, parce qu'il ne s'agit pas de choisir entre les. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas choisir entre les scénarios quel est le meilleur, c'est prendre conscience de la diversité des futurs possibles pour essayer d'identifier quel est celui qui est souhaitable ou les éléments qui sont souhaitables qu'on va recombiner ensemble de ces scénarios-là. Je vais vous montrer comment on le fait. Puis, il ne faut pas des scénarios juste tout noir ou juste tout rose. Bon. Moi, quand mes étudiants, je leur fais faire une combinaison, vous allez voir, pour eux, c'est tout de suite citoyen de la Terre, région, ressources, les écosystèmes avant tout. Waouh! Bon, c'est étudiants en urbanisme, hein, donc ils veulent ça. Puis je dis, ben non, c'est pas si crédible, votre affaire, quand même, quelque part. Ce ne sera jamais tout noir, tout rose à venir. Il faut quand même un peu faire fonctionner ça pour que ce soit, oui, très différent, mais aussi crédible. Ce n'est pas parce que c'est possible, plutôt que probable uniquement, qu'il ne faut pas que ce soit pas quand même quelque chose dans lequel il faut qu'on puisse se projeter. Puis on sait qu'on va se projeter dans des choses qui vont avoir réussi certaines choses, peut-être rater d'autres, ou faire des choix difficiles. Je vais y revenir. Puis il ne faut surtout pas de scénario ABC là, qui a plombé la prospective. C'est le scénario A, c'est le scénario noir, le scénario B, c'est le trait rose, puis le C, c'est le compromis. Donc, évidemment, vous orientez la décision. Donc, ce genre de règles, puis il y en a quelques autres, mais au fond, le plus important, c'est d'abord de rendre ces scénarios accessibles à un débat public. Pour les rendre accessibles, on passe par le design fiction. C'est encore un domaine qui est en pleine explosion, qui consiste à imaginer des objets ou des situations du futur en s'inspirant beaucoup, notamment de la science-fiction, et pas que, pour que les gens puissent se plonger dans des univers, notamment avec des vidéos, des réalités immersives, pour prendre conscience dans leur corps même combien ça va être très différent, telle ou telle situation dans laquelle on va être demain et qui sera effectivement très différente d'aujourd'hui, mais en particulier, c'est très lié à l'adaptation au changement climatique. Imaginez ça, là, notamment il y a un musée à Hong Kong qui a fait un travail assez extraordinaire. Vous visitez un appartement, ça fait un peu post-apocalyptique, mais enfin bon, c'est assez fascinant et vous écrivez les objets. Donc ça, c'est toujours bon. Nous, on fait ça très modeste. On écrit des histoires, mais on écrit des récits. Si on met le scénario qui lui est plein d'items, quand même, tendances et de signaux faibles, c'est le début d'un scénario. Ça fait 1,5 page à peu près. Puis là, c'est un carte touriste qui visite comment le Québec des biorégions s'est développé. Puis bon, il y a des dialogues. Ça permet en fait à éliminer le syndrome de l'imposteur des gens qui justement pensent pas qu'ils ont la littératie du futur comme compétence. On va dire, moi, je suis pas capable de parler des tendances et tout, j'ai pas de compétences et ça. Ça, c'est très, très vite atteint comme limite. Donc, faire ça, que c'est des récits de fiction, c'est comme des mini-séries Netflix là, que vous mettez entre les mains des gens. Vous mettez en scène la situation de la vie quotidienne des gens à ce moment-là avec une réalité complètement différente. Ça permet de se projeter, puis ça permet de donner un avis. Puis c'est ça l'objectif, c'est que nous avons soumis ces récits de futur possibles à 25 ateliers de cohésion prospective, c'est quand même un gros effort d'organisation. 250 personnes qui ont participé en essayant de viser la plus grande diversité possible des profils en termes d'âge, d'origine, en termes de situation, etc., de diversité géographique, parce que le défi du territoire au Québec, c'est partout au Québec. Donc, c'était en ligne, notamment pour permettre à des gens de peu partout de rejoindre. On peut faire beaucoup mieux, mais ce qui est très important, c'est la diversité des points de vue, des savoirs expérientiels que vous allez mobiliser pour pouvoir discuter de ces scénarios, identifier ce qui paraît souhaitable et redoutable à chaque personne qui est confrontée à ce scénario-là, et ensuite de mettre en débat le type d'éléments qu'on voudrait garder, mais aussi le type de questions difficiles qu'il faudra trancher pour arriver à cette vision du futur. Ça, c'est un point très important. On ne fait pas de l'irénisme, on ne fait pas rêver les gens. On leur dit, mais il va falloir trancher. Il y a des choses qui vont être possibles que parce qu'on abandonne la propriété privée ou parce que, attention, on voulait supprimer la voiture, mais il y a des gens pour qui on ne peut pas vivre sans. Comment on fait pour ça? Comment on tranche ça? Donc, cette question des nœuds du futur, elle est extrêmement importante. On n'est pas dans l'irénisme, on n'est pas dans l'angélisme, on n'est pas en train de dire on va transformer la société dans un coup de baguette magique. Oui, c'est possible d'aller vers ces situations du futur, mais ça suppose qu'on ait fait des choix collectifs. Donc, tout ça, on met ensemble dans un rapport, dans une vision. Et cette vision, donc du futur souhaitable, c'est une vision dans laquelle on va identifier des acquis, c'est-à-dire, ce n'est pas des objectifs, ça marche comme ça. C'est acquis dans la société qu'il y a des milieux de vie qui permettent une mobilité sobre, ou c'est acquis que les humains et les écosystèmes seront connectés, puis on ne va juste pas le proclamer, c'est des textes de 1 à 4 pages.
Ouais, voilà, il y a ça qui affiche. Un petit exemple, au milieu de vie sobre, on décrit que oui, c'est possible, mais c'est parce que la population a moins la nécessité de se déplacer au quotidien, parce qu'en fait, télétravail d'un côté, système d'approvisionnement de plus grande proximité, etc. On a répondu au fait que les gens avaient moins besoin de se déplacer pour répondre aux besoins quotidiens. Parce que si on ne fait pas ça, bonjour de faire des quartiers sans voiture, ça ne sert à rien. Les gens, donc, ou par exemple, la question du voyage, comment on le traite, ce n'est pas l'interdiction, c'est pas on met ça dans le tapis, on parle de liberté responsable, ou par exemple, on dit de toute façon, pour avoir une transition juste, il faut que les alternatives de mobilité de qualité à moindre impact soient garanties un peu partout au Québec. Donc, on arrive à retrouver ne serait-ce qu'un réseau de transport interrégional qui est le minimum d'allure, par exemple. Donc, c'est ce genre de choses qu'on décrit dans ces acquis de la vision. C'est intéressant, c'est que c'est 1 à 4 pages. En fait, elle capte tout ce que les gens nous ont dit. Ce n'est pas juste des objectifs comme ça décidés par un planificateur, par un acteur. C'est vraiment, les gens nous ont vraiment voulu faire des arbitrages. C'est la suite de ces arbitrages qu'on arrive à capturer. Puis la dernière étape, c'est le chemin. L'étape du chemin, en fait, on vient avec la vision, tous ces éléments, les nœuds du futur, puis on pitche ça à des gens volontaires et masochistes, qui sont un groupe d'experts, une douzaine, qui viennent de tout type d'expertise, moitié académique, moitié professionnelle, puis qui ont la rude tâche de se dire comment on va atteindre cette vision. Vous n'avez pas le droit de changer. Vous ne pouvez pas changer la vision. OK? Vous la pitch. C'est votre point d'arrivée. Vous connaissez le point de départ, c'est aujourd'hui. Il faut tracer le chemin. Voilà. Alors, c'est comme un jeu, si vous voulez. Ça prend 1 année, au moins, pour y arriver. Donc, Nathalie, elle a vécu ça. Elle était une des expertes qui était dans le groupe. Je pourrai vous le raconter. Puis, le travail, c'est comment on arrive à réduire. Il faut identifier des jalons. Puis là, vous avez c'est comme des jalons, c'est comme des jetons, si vous avez là. En tas, ils ont été classés en certain nombre de sous-groupes de jalons parce que c'est compliqué d'aborder toute la société, mais donc qui permettait de réduire la complexité du système. Donc, sur comment développer l'économie de collaboration et de partage, comment développer des pratiques de gouvernance d'adaptation, comment avoir une mobilité transformée, etc. Et puis, l'ensemble de ces jalons, ils sont 70. Je veux dire, c'est un exploit d'être arrivé à 70 jalons pour amener une telle transformation pour rendre des milieux de vie, des modes d'habiter québécois sobres et résilients en 2042. On aurait pu en avoir 10 fois plus, pas de problème. Mais c'est un effort aussi d'arriver à quelque chose qui, oui, peut paraître comme, OK, voilà, ça ressemble à ça. Mais vous n'êtes pas surpris. Hein? La transformation, elle est énorme. Donc, c'est normal. Mais en même temps, en fait, je veux dire, c'est que 70 jalons. Et ce que ça montre, c'est que c'est un effet domino. Puis je vais vous montrer un exemple, un extrait, bien sûr. Là, on n'a que les relations vraiment en disant, l'idée, c'est qu'en atteignant un premier jalon vers 2025, on rend possible d'autres jalons, puis surtout, on rend donc c'est vraiment comme un effet domino ou des marches d'escalier. Donc, on a une première marche d'escalier, on l'atteint, mais là, on peut atteindre la marche suivante. Avec des relations qui, ici, ne sont que des liens très forts, c'est-à-dire des liens presque de détermination. Si on ne passe pas par un palier, on ne peut pas arriver à l'autre. Puis d'autres, c'est des liens de renforcement réciproque, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple, évidemment, plus visible que ça. Voici, par exemple, le bloc de jalons sur collaboration et partage, par exemple. Si vous voulez atteindre finalement l'étape 46 qui va permettre d'aboutir à la vision d'une société du partage, etc., voilà, il faut que dans la tête des gens, ce soit désirable de partager plutôt que d'être propriétaire individuel d'un certain nombre de biens et de choses. Et il faut qu'il y ait aussi une désirabilité de la sobriété, d'avoir des comportements sobres. Ça, on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Pour y arriver, par exemple, il faudrait qu'avant, quelques années avant, on ait des vraies infrastructures, des systèmes de partage et de gestion collective des biens et des services, parce que c'est bien gentil de proposer aux gens de partager leurs biens, leurs affaires, mais s'il n'y a pas de système d'infrastructure qui va avec, ou de services organisés, ça ne marche pas. Et ça, on pourrait l'anticiper dès maintenant en créant l'obligation de partage entre organisations publiques, par exemple les déneigeuses entre municipalités. Okay. Donc, commencer par l'effet d'exemplaires, si vous voulez, des organisations publiques, pour arriver au 42, puis ensuite arriver finalement à un changement plus culturel au niveau 46. Mais aussi, il y a d'autres éléments qui vont les renforcer. Par exemple, c'est sûr que s'impliquer plus dans sa communauté, être peut-être moins dans un rapport salarial au travail, que probablement on va avoir beaucoup moins, avec notamment un monde très robotisé, etc., et l'intelligence artificielle. Donc, on va avoir plus de temps, on va pouvoir aussi ralentir dans nos consommations, être pas toujours dans le plus vite, etc. Ça, si on y arrive, ça va beaucoup aider à créer une société de la sobriété et du partage désirable.
Et sans ça, par contre, ça va moins bien marcher. Donc là, c'est de la coévolution, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, on a 7 blocs de jalons comme ça. J'insiste sur celui-là, c'est juste pour montrer qu'il y a également un sous-produit qui est ce qu'on peut appeler stratégie d'amorçage, c'est les premiers jalons. Les premiers jalons où on commence, j'ai pris celui qui concerne notamment l'adaptation au changement climatique. Comment, par exemple, pour pouvoir identifier finalement ce qui est, comment dire, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va garder comme service essentiel à protéger, il faut organiser un dialogue collectif dans chaque territoire. Mais pour ça, il faut avoir une participation plus inclusive. On a les gens qui ne participent pas, qui participent davantage. Parce que autrement, c'est sur eux que ça va reposer. De toute façon, la vulnérabilité va être plus grande chez eux. Donc, ça va permettre. Pour faire ça, il faut qu'on ait des portraits de milieu de vie qui soient accessibles et qui soient transparents. Et qui soient des portraits de milieu de vie qui ne soient pas sur tout, mais sur qu'est-ce qui va être le plus affecté, par exemple, par les changements climatiques, pour qu'on puisse avoir ce dialogue, etc. Puis ça va permettre quand même, l'ensemble de ce dialogue collectif, d'avoir une masse critique plus mobilisée, puis, etc. Donc, par contre, comment, c'est extrêmement important, c'est aussi systémique, et ce n'est pas juste une mesure dans son coin. Puis en fait, ces tableaux de jalons, c'est des outils qu'on propose à toute une série d'acteurs qui peuvent se sentir, on fait ces jalons-là par catégorie d'acteurs, en disant, si vous êtes investisseur, si vous êtes gouvernement public, local, si vous êtes société civile, etc., vous avez des jalons auxquels vous pouvez contribuer, puis vous savez que les autres peuvent contribuer aux autres, vous pouvez les interpeller. Donc, c'est quand même une sorte de carte d'action, si vous voulez, qui est proposée d'action collective, où chacun peut dire où est-ce qu'il peut contribuer, où est-ce que les autres peuvent contribuer, puis ça crée du dialogue entre les parties. Donc, on est rentré aujourd'hui dans une phase de partage. Je vais finir ma présentation là-dessus, et sans doute, comme toujours, un petit peu trop longue. On développe actuellement une offre d'accompagnement pour partager le contenu et la méthode de ces 3 grands défis qui ont été documentés. Donc, vous pouvez trouver des rapports sur le site de chemin de transition qui vont depuis des ateliers d'appropriation de la prospective, des ateliers ludiques, etc., pour voir à quoi ça ressemble, comment on peut construire soi-même des scénarios pour un peu libérer les imaginaires, diminuer un peu son anxiété, puis effectivement se dire qu'on peut être en capacité d'agir parce que le futur n'est pas complètement déterminé par l'aspect sombre qu'on imagine, jusqu'à tracer son propre chemin, c'est-à-dire utiliser toute la méthode pour produire des feuilles de route. C'est cet exemple-là sur lequel je vais finir. Nous avons en particulier deux transferts en cours qui sont particulièrement intéressants. On développe toute la méthode pour un propre chemin de transition pour le réseau de recherche sur l'économie circulaire du Québec, qui doivent établir la feuille de route d'économie circulaire au Québec à la fin de l'année prochaine. Donc, on adapte toute la méthode au secteur économique, on va dire, auquel on n'avait pas abordé. On fait cet accompagnement-là où les collectivités zen, qui est une initiative du Front commun pour la transition énergétique, dans lequel il y a des milieux locaux qui se mettent ensemble pour constituer des feuilles de route vers la carboneutralité en 2050, mais qui trouvaient que c'était un peu étroit, puis qui voulaient justement avoir beaucoup plus de perspectives sociétales et d'adaptation au changement climatique qu'ils n'avaient pas au départ. C'est pareil, ils adoptent la méthode, mais là, on l'adapte à des milieux très locaux, à des publics différents. Donc, peut-être qu'il faut qu'on adapte aussi nos contenus, qu'on simplifie un certain nombre de démarches. Le premier qui vient de livrer l'étape vision du futur souhaitable, c'est Laval en transition. Puis Laval en transition, c'est quand même intéressant pour 2 raisons. Ils le disent eux-mêmes, si Laval est capable de faire la transition, tout le monde est capable de faire la transition. Donc, ça, je trouve que c'est un message très positif. Puis vous voyez les acteurs qui sont d'accord dans Laval en transition, puis c'est vraiment des vraies parties prenantes du territoire. Donc là, en ce moment, il y a un momentum pour ce genre de démarche. Donc, on essaye de les accompagner le plus possible. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Déjà, très, très intéressant. Merci. Je me demandais, les différents scénarios qui ont été faits, est-ce qu'il y a moyen de facilement les adapter en 2030 ou 2035 en regardant ce qui s'est fait dans les derniers 10 ans, puis en disant, c'est bon, celui-là est plus possible, ou il faut changer un peu pour le réadapter, qu'il redevienne réaliste dans le portrait futur dans 10 ans? OK. Alors, c'est une très bonne question. C'est beaucoup plus facile de prendre un scénario 2040 ou 2045 pour le porter en 2055 que pour le porter en 2035. Parce qu'il faut que tu aies un certain pas de temps en prospective pour que tu aies vraiment des changements qui aient pu s'opérer. Sinon, le problème, c'est que donc, pour l'horizon, il faut que tu aies un horizon
toujours un peu long terme, pour pouvoir avoir comme le résultat de l'évolution d'une société qui a vraiment été changée. Tu vois que c'est vraiment été changé. Donc, tu peux pas... Ben on le fait. Il y a en fait des exercices à 5 ans de prospective, à 10 ans. Mais par exemple, tu vas être plus focalisé sur une innovation de rupture. Il va avoir un effet quand même. Par exemple, on l'a fait sur l'intelligence artificielle. On a fait des scénarios de prospective à beaucoup plus court terme parce que, vous voyez ce qui se passe avec ChatGPT, c'était inimaginable avec quelques années, mais on l'avait imaginé dans ces scénarios prospectifs parce que là, il y a des changements très rapides qui se produisent. Et c'était sur des problèmes de conflit éthique. Donc ça, c'est des choses que tu peux mettre en scène sur un horizon assez rapide parce que, oui, dans 1 an ou 2, tu vas avoir des juges qui vont être assistés par l'intelligence artificielle pour déterminer, si tu veux, le jugement que tu vas porter sur quelqu'un qui est récidiviste. Ça, c'est vrai, c'est dans les tuyaux. Donc, ça pose un sacré défi éthique de savoir que c'est l'intelligence artificielle qui va déterminer la peine d'un prisonnier, par exemple. Donc ça, tu peux le mettre en scène, mais pour les transformations de territoires dont on sait qu'elles ont une énorme inertie, ça ne sert à rien de les regarder dans 10 ans, de faire un portrait dans 10 ans, parce qu'on sait que ce sera le même que portrait aujourd'hui, à peu de choses près. Puis même nous, on aurait mis 10 ans de plus, ça aurait peut-être été plus... Donc, c'est un débat qu'on a eu, puis on a gardé cet horizon-là. Par contre, ce qui compte, c'est le backcasting, c'est comment, par rapport à cette vision-là, tu es capable de dire en 2035, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là où c'est utile. Mais par contre, si tu fais un portrait des changements en 2035 ou en 2030, donc dans 5 ans à peu près, là, tu n'as pas assez de changements pour que ce soit utile de libérer les imaginaires pour imaginer une société différente. Tu vois un peu le... Donc, il y a une limite de l'outil pour ça, quoi. Pour faire du moyen court terme, ce n'est pas utile. En vision. Mais sur le backcasting, ça l'est. Mais à partir du moment où tu as un point d'arrivée qui est plus lointain. Je me demandais, je parlais fort que les gens je me demandais vos actions de mobilisation en ce moment pour l'accompagnement et mais je me demandais, est-ce que vous avez aussi d'autres actions plus comme des sensibilisations, oui. Des campagnes de communication? Oui. Alors, oui, avec certaines limites. Alors d'abord, oui, beaucoup sur le défi numérique, parce que pour le défi numérique, comme les gens ne savent pas, c'est tous les enjeux, donc on fait surtout de la sensibilisation. Donc on va dans plein de milieux, dans plein de collectifs, à plein d'occasions. Ça peut être des rencontres professionnelles, des colloques, des rassemblements de responsables développement durable d'entreprise, enfin, ce genre de choses. Le chargé de projet fait beaucoup de sensibilisation sur le défi numérique, mais aussi sur le défi alimentaire. C'est super intéressant parce qu'on pensait que il y avait déjà beaucoup de choses qui sont connues sur la transition alimentaire. Il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent, il y a beaucoup de choses qui ont été produites, mais en fait, très peu sur la dimension systémique, la pensée systémique. Donc là, la demande, elle est sensibilisation à mettre ensemble dans la salle des gens de santé publique, des gens qui sont des producteurs, filières bioalimentaires, etc., pour les faire travailler ensemble sur des étapes de chemin. Et ça marche très, très fort. Donc, c'est un peu plus que la sensibilisation, mais quand même, ça prend des ateliers ponctuels souvent. Donc ça on en fait beaucoup. Donc oui, par contre, on ne fait pas le grand public. Le grand public, c'est censé être le travail de l'Espace pour la vie, dont je n'ai pas parlé dans ma présentation. Mais l'objectif, c'est que la biosphère développe des expositions en lien avec le contenu de chemin de transition, qui développe toute l'œuvre grand public à partir de là. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question par rapport au point de départ sur votre schéma avec toutes les vues. Comment est-ce que vous prenez en compte les inégalités sociales en ce moment? C'est-à-dire qu'on ne commence pas tous au même niveau. Comment est-ce que ça s'est pris en compte? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous allez créer un jeu autour de ça qui pourra être acheté par tout le monde? Okay. En fait, la question des inégalités sociales, elle est au cœur de la pensée sur la transition, parce que tu ne peux pas dire transition sans parler de la transition juste, ou tu parles d'autre chose, tu parles de changement technologique ou whatever. Donc, mais les jalons, c'est des jalons qui appellent à l'action. Okay? Donc, la question, c'est comment tu prends en compte les inégalités dans tes jalons, etc. Et effectivement, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais il y en a beaucoup, puis ça a été énormément discuté dans le groupe d'experts. Par exemple, l'exemple du dialogue inclusif, en disant, on ne peut pas commencer un dialogue juste avec les gens qui participent habituellement. Ça n'a pas de sens. Par exemple, il y a aussi la question du filet de transition juste, à un moment donné. Comment tu détermines un filet de... En fait, c'est comment l'adaptation au changement climatique et l'augmentation de la vulnérabilité va redéfinir en fait le contrat social, hein, et donc redéfinir de nouveaux outils de redistribution qui tiennent compte des vulnérabilités climatiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que c'est pris en compte en essayant de dire, n'essayons pas de rester dans une pensée un peu solutionniste et soyons là-dedans. Par contre, on n'a pas
on avait des constats sur les inégalités sociales dans nos diagnostics prospectifs. Puis, dans nos scénarios du futur, on a des inégalités sociales aussi, peut-être de nouveaux types qui sont présentes, qu'on n'est pas non plus un peu, encore une fois, dans l'irénisme par rapport à ça, mais qui sont de nature un peu différente parce que la société a aussi changé. La question, par exemple, des migrants climatiques, une question qui est souvent présente dans le scénario, l'acceptabilité de ces migrants, ou c'est aussi la question, évidemment, du vieillissement, c'est aussi la question de l'acceptation, par exemple, de la diversité culturelle au point de vue alimentaire. Donc, tous ces éléments-là sont présents dans nos scénarios et connaissent des formes de résolution ou d'évolution dans les scénarios. Ou, évidemment, au point de départ, ils étaient présents dans les constats. Donc, on ne les perd pas de vue, si tu veux, on les fait évoluer dans nos visions. Puis, pour le jeu, c'est une super bonne idée. On a des activités ludiques, notamment des jeux de cartes prospectifs, on a des choses comme ça. Donc ça peut être actionné très facilement à la demande. Donc c'est des jeux vraiment sérieux, simples qu'on a. Puis on a essayé de transformer le chemin de transition en jeu. En travaillant, on était super contents parce qu'on a un DESS, design de jeu, à l'Université de Montréal, l'aménagement. Mais on s'est rendu compte que c'était un énorme chantier en fait, à mener. Pour l'instant, on a mis ça un peu sur la glace. Anne? Donc, moi, j'avais deux questions. Je comprends aussi que dans le suivi, là, vous adaptez la méthode à différents territoires, différents acteurs. Il y a aussi une volonté de développer la capacité de développer des démarches prospectives au Québec. Ma question était, et puis ça, si tu peux confirmer. Ouais. Et mon autre question, c'était sur l'appel. Ça finit par un appel à l'action. Est-ce que vous réfléchissez après sur l'accompagnement pour que cette action se passe? Comment est-ce qu'on s'assure que les jalons étant là, après, il se passe quelque chose? Oui, c'est une question qui est de plus en plus centrale pour nous. C'est sûr que ce n'était pas ce qu'on avait au début, parce qu'on voulait livrer une méthode qui permettait de transformer, on va dire, des démarches stratégiques qui sont très incrémentales en des démarches stratégiques plus transformatrices. Ça, c'est un peu... Mais tu peux avoir une super vision maintenant, puis même un super chemin, avec des super jalons, puis il ne se passe rien, il ne se passe rien. Donc, on y pense notamment dans le cadre peut-être de collaboration future à travailler plus particulièrement là-dedans. Donc, je n'ai pas de réponse immédiate là-dessus, mais on réfléchit à la façon dont, comme un chemin peut devenir comme une charte d'engagement. Donc, on teste un certain nombre de choses autour de ça. Mais je n'ai pas de réponse concrète, opératoire pour l'instant à fournir. Ça fait vraiment partie de notre projet 2025-2030, parce qu'en fait, j'ai oublié de le dire, mais on a un financement garanti jusqu'à mi-2025. Donc, ça nous permet de faire des premiers transferts, puis de tester les transferts à des échelles, des acteurs très différents, etc. Donc, de faire des tests d'adaptation à des publics aussi plus en difficulté pour participer. Mais après, on voudrait pas faire du passage à l'échelle, c'est-à-dire un horizon passé, etc. Et dans le passage à l'échelle, il y a aussi la question de traiter de l'après, c'est-à-dire comment, effectivement, on regarde, faire en sorte que l'outil soit un outil de mise en œuvre aussi. Donc, c'est une question vraiment difficile, mais essentielle. Et puis, pour ce qui est de la formation à la prospective, il y a plusieurs choses. C'est sûr qu'on a une école d'été qui s'appelle Choisir la transition, qui est offerte à l'Université de Montréal, dans lequel il y a l'initiation à la prospective. Il y a aussi à la maîtrise de l'urbanisme, moi j'ai tout un cours complet pour en fait faire des professionnels qui pourront utiliser des démarches de ce type-là dans des projets urbains, des projets de territoire, accompagner des équipes de transition. Et puis on vise à créer une communauté de pratique de prospectivistes, prospective et transition au Québec. On manque un petit peu de joueurs pour l'instant. Donc, on va embaucher quelqu'un qui souhaite développer de son côté un peu ces compétences-là pour voir comment on peut créer un milieu. C'est assez dispersé, mais il y a des choses qu'on veut rassembler. Et à partir de cette communauté de pratique, peut-être d'avoir comme un guide ou des outils, c'est un peu consolidé autour de ça. C'est un point très important. Pourquoi? Parce que si vous cherchez des informations sur les méthodes prospectives puis comment ça se passe réellement, vous trouvez très peu d'informations parce que ce n'est pas quelque chose qui est enseigné dans les universités habituellement. Il y a une poignée, une dizaine de programmes en prospective dans le monde, beaucoup en Europe du Nord, en Australie aussi. Et puis, mais il y en a très peu, puis c'est beaucoup lié au milieu industriel, on va dire plutôt, puis un peu plus futuriste, prospective technologique, quand même pas mal, moins sociétal. Et beaucoup de ces démarches-là de prospective ont beaucoup été développées par des bureaux d'études pour des grandes organisations publiques et privées. Et donc, il y a comme un secret commercial là, autour de ça, ce qui fait que c'est très peu de choses sur
Là, j'ai ouvert le capot, comme j'ai dit, ou la boîte noire, mais très, très peu le fond. Donc, c'est très difficile de rassembler ça. Et nous, notre objectif, au contraire, c'est de mettre tout ça en données ouvertes, bien sûr. Peut-être une question en ligne. Comment composer avec la vision à court terme politique? Oui, c'est une très, très bonne question. À chaque fois, on s'est dit, est-ce qu'on va partager nos chemins auprès des décideurs, notamment politiques? Pour l'instant, on ne le fait pas, parce qu'on a aussi beaucoup de demandes qui viennent plutôt des administrations, des ministères. Puis c'est sûr qu'on a un produit qui parle beaucoup à ce qu'on pourrait appeler l'innovation publique, c'est-à-dire l'innovation de l'action publique. Et donc, c'est beaucoup les professionnels, si on va jusqu'au sous-ministre, là, puis on voit qu'il y a de l'intérêt parce qu'ils ne savent pas comment faire avec c'est quoi la transition, puis comment organiser une politique. Là, on discute avec un certain nombre de... Bon. Par contre, les décideurs, c'est sûr que le long terme, ça ne leur parle pas si on n'est pas capable de leur dire, vous pouvez actionner ce bouton pour avoir un effet immédiat. Et tout ce qu'on a produit intellectuellement, philosophiquement, ça ne parle pas aux décideurs. Puis aux décideurs politiques d'aujourd'hui, là, qui sont effectivement dans l'effet presse-bouton, dans l'effet réseaux sociaux immédiats, etc. Donc, ben on se dit, on ne peut pas non plus... On aimerait bien parler à M. Legault quand même, quelque part. On a des choses à lui dire. Donc, comment on lui dit? Il y a les premiers jalons qui seraient peut-être possibles. Oui, mais les premiers jalons, on va dire, oh, c'est encore des trucs d'intellectuels qui veulent changer le monde. Comment ça passe ce réflexe-là? Puis on sait qu'on a un produit qui est un peu abstrait, hein, c'est indéniable. Donc, il faut une certaine appétence au départ. Donc, on essaie de réfléchir effectivement à des produits sur, notamment, revenant peut-être un peu en arrière, sur des tendances incontournables, vraiment fondées sur une bonne documentation pour fournir les décideurs en éléments qui s'en viennent assez vite, plus vite, on va dire, et qui demanderaient effectivement donc, de préparer des actions immédiates. Une autre façon de faire, c'est, là, j'ai vu l'Institut de la mobilité en transition, là, fait par l'IDRI, qui est l'Institut de développement durable et relations internationales en France, là, qui émane de Sciences Po. Eux, ils ont développé des systèmes, ce qu'on appelle avec les systèmes les règles de Chatham House, dans lesquels vous réunissez des décideurs à huis clos, personne n'a le droit de dire ce qui se passe. Et là, on parle des vraies affaires, c'est-à-dire qu'on livre les premiers jalons. C'est typiquement ça. Puis on leur dit, ben, les jalons, mais ça marche bien dans un contexte européen où il y a déjà des instruments politiques qu'on met en place, sauf qu'ils servent de façon très incrémentale et pas de façon transformatrice. Typiquement, les zones à faible émission, par exemple, dans les villes, puis en fait, il y a plein de trucs qui font que, en fait, ça n'a pas du tout de portée transformatrice. Ou par exemple, les plateformes de covoiturage avec financement, où les gens reçoivent de l'argent pour covoiturer, puis vous vous rendez compte qu'en fait, ça sert surtout à alimenter les plateformes financièrement, puis ça sert surtout à alimenter des gens qui transportent des gens sur des trajets où il y a déjà des lignes de transport en commun très efficaces, ce genre de choses. Donc, débattre de ce genre de mesures dans un cercle dans lequel il y a des acteurs publics et privés décideurs, puis leur présenter que actuellement ces instruments de transition ne sont pas des instruments de transition, donc il faut les changer. Ça peut fonctionner, mais je ne sais pas si c'est dans la culture ici au Québec. En tout cas, on n'est pas encore là, mais c'est une très bonne question. 12h05, Alexandrine, est-ce que tu veux poser quand même ta question? C'est en lien avec les questions précédentes. Je comprends que c'est peut-être à l'échelle du Québec, mais pour cette question d'appropriation de la mise en œuvre, est-ce qu'il y a une échelle qui semble, notamment avec votre démarche avec le est-ce qu'il semble avoir une échelle qui est plus prometteuse pour une meilleure appropriation de la mise en œuvre? Oui, c'est drôle parce que la question précédente, cette question-là, on avait un lac à l'épaule hier, puis c'est les deux questions qu'on a traitées. La question d'échelle. Oui, la question d'échelle. Elle nous poursuit, puis vous l'avez évidemment. Alors, je n'ai pas la réponse définitive. D'abord, est-ce qu'une démarche comme ça peut s'adapter à des échelles plus locales? Oui, ça fonctionne. Donc ça marche. À l'intérieur d'une organisation, ça marche moins bien. Parce qu'il faut une diversité d'acteurs, de forces vives. C'est pour organiser l'action collective. Qui interne une organisation, c'est plutôt des services que vous avez ou des directions. Ce n'est pas la même chose. Donc déjà, il y a une première limite. Je ne dis pas que ça ne marcherait pas, mais il faut une grosse adaptation. Et puis, donc, il y a ça. Il y a certains territoires. Et l'autre limite, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine capacité à agir. Donc, ce n'est pas tant l'échelle au sens spatial, que l'échelle au sens réunir des acteurs qui auraient ensemble une capacité à agir ensemble, avec une plus-value. Donc, ça veut dire qu'à certains moments, si vous prenez une maille trop large, il y aura trop d'acteurs qui ne vont pas travailler ensemble.
Si vous en prenez une trop étroite, vous allez avoir quelques acteurs, souvent des groupes citoyens, puis un ou deux acteurs plus économiques ou institutionnels, mais ça ne fait pas assez masse critique. Donc, c'est un peu l'approximation, mais c'est un peu ça la façon dont on teste et on fonctionne, notamment avec Collectivités Z. Merci, Alexandre. C'est Au qu'on pire, pourra tu s'en changeras parler, après, mais oui, ensemble. c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, Franck. notre accueil.